Vraiment plaisir de vous recevoir ce midi pour une conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Conférence, en fait, qui va nous être présentée par notre responsable d'axe professionnel, organisationnel et public, qui est Marion Brigaud, qui est aussi professeure à la Faculté des sciences de l'administration au département de comptabilité. Donc, Marion, merci de ta présence ce midi et je te laisse nous introduire à nos deux conférencières. Merci beaucoup, Sandra. Sandra qui est la coordinatrice scientifique de l'Institut. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. J'ai l'honneur de vous présenter nos deux conférencières d'aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Soleil Tremblay, qui est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et professeure titulaire à l'École nationale d'administration publique. Elle détient un doctorat de l'Université Laval en administration et elle a écrit plusieurs manuels et articles de recherche sur divers sujets en lien avec l'audit, la gouvernance d'entreprise, le contrôle, la rémunération des hauts dirigeants et la gestion financière. Elle est membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques d'envergure internationale et de plus, Madame Tremblay est l'une des leaders de l'EFEA, qui est une initiative qui vise à contribuer à la création d'un monde plus égalitaire et qui a pour but donc d'aider les femmes, que ce soit en affaires ou ailleurs, à réaliser leurs ambitions. Elle fait aussi partie de plusieurs conseils d'administration, dont celui du Port de Québec, d'Investissement Québec et du Festival d'été international de Québec. Quant à Hélène Lee-Gosselin, elle est administratrice de société certifiée. Elle détient un doctorat en psychologie organisationnelle de l'Université du Michigan. Elle a été professeure de management à l'Université Laval pendant plus de 30 ans et ses travaux de recherche portent principalement sur la situation des femmes dans les organisations et plus généralement sur la place des groupes minorisés dans les instances de décision. Ses engagements dans la communauté sont très nombreux. Elle a, entre autres choses, été présidente du Conseil d'éthique et de déontologie de la Fédération des caisses des jardins du Québec. Son implication dans les conseils d'administration, que ce soit au sein de Desjardins ou ailleurs, s'étend sur plusieurs décennies et dans des secteurs très divers. Et à titre d'exemple, elle est ou a été membre du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec, de Palais Montcalm, Maison de la musique, de Physio Extra, de PhilSpec, de l'ENAP. Elle a aussi été membre de comités divers, parmi lesquels le comité de vérification du ministère du Revenu du Québec et le comité d'éthique du Bureau de la retraite de l'Université Laval, qu'elle dirige actuellement. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur nos conférencières, je vous encourage vivement à consulter leur biographie sur le site internet de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Marie-Soleil Tremblay, je vais vous céder la parole dans un instant pour la présentation d'une étude que vous avez coécrite avec Bertrand Malch de Queen's University sur les difficultés éthiques auxquelles sont confrontés les administrateurs et administratrices de sociétés régulièrement dans le cadre de leurs activités, étude qui est à paraître dans un livre de recherche collectif intitulé Research Handbook on Accounting and Ethics. Marie-Soleil Tremblay, la parole est à vous. Merci beaucoup, Marion, pour cette présentation. Merci à toi et l'Institut d'éthique appliquée pour cette invitation qui tombe juste à point. C'est un honneur, Mme Lee-Gosselin, de partager la tribune avec vous. Donc, comme l'a mentionné Marion, je suis comptable de formation, mais passionnée de gouvernance. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer plus d'une centaine d'administrateurs depuis le début de ma carrière en recherche il y a déjà, 15 ans. Je me suis d'abord intéressée aux normes qui encadraient les pratiques des administrateurs et comment ces normes-là étaient modifiées et implantées en pratique. Ensuite, j'ai exploré le rôle des femmes au sein des conseils d'administration. J'ai aussi cherché à comprendre comment les administrateurs en venaient être à l'aise avec la rémunération qui versait aux dirigeants. Et comme l'a mentionné Marion, je viens tout juste de terminer un chapitre avec le professeur Bertrand Malch de l'Université Queen's qui traite de cette notion-là d'éthique au sein des conseils. C'est la première fois que je présente le fruit de notre travail. Alors, vos commentaires vont être les très bienvenus et vous pouvez voir là, dans la discussion
on vous a déposé le papier en question. Donc, l'éthique, ce n'est pas la conformité juridique. Notre recherche a tenté de s'éloigner de la vision dominante et un peu réductrice de la gouvernance, où l'éthique des conseils d'administration équivaut à une somme de règles formelles qui ont très peu à voir avec la pratique observée sur le terrain et décrit là, par tous ces administrateurs-là qu'on a interviewés. En effet, les situations les plus complexes pour un administrateur ont tendance, et c'est l'objet du chapitre, à être imprévisibles et liées à des problèmes ad hoc qui sont traités sur le moment et qui impliquent trois éléments. D'abord, des relations interpersonnelles qui ne sont pas toujours évidentes, des luttes de pouvoir et également des réponses émotionnelles. Donc, la conformité juridique, c'est fondamentalement différent de la conformité éthique. La première vise à empêcher toute conduite illégale et la conformité éthique à laquelle on s'adresse ici vise plutôt à promouvoir une conduite responsable ou juste, alors qu'on est dans un contexte d'incertitude. Et vous dire que l'an dernier, j'ai suivi 2 formations données par mon ordre professionnel qui s'appelait « Décision éthique au sein d'un conseil d'administration ». Et les responsabilités éthiques des administrateurs dont on a discuté, elles étaient discutées d'un point de vue juridique en termes de respect, de code de conduite, de normes professionnelles, de règlements officiels, donc de structure. J'étais surprise, mais en même temps, je comprends que c'est beaucoup plus facile à observer des structures et des règles écrites que des réflexions et des comportements. Un administrateur qui a connaissance d'une violation de la loi a le devoir d'agir, quelles que soient les conséquences sur le climat de travail du conseil ou sur son risque d'être marginalisé. En bref, ces options, ils sont comme un petit peu limitées. En revanche, discuter des comportements éthiques, c'est beaucoup plus délicat. Ça implique de poser et d'imposer, de reconnaître l'existence d'une hiérarchie de valeurs subjectives qui peuvent toujours être contestées ou priorisées de manière différente. Ensuite, si on parle du rôle de l'administrateur, l'administrateur, il a 2 fonctions. Il contribue aux orientations stratégiques de l'organisation, mais il y a aussi un devoir de surveillance ou de contrôle des décisions de la direction. Et on a des études récentes qui suggèrent que les administrateurs ont tendance à se considérer beaucoup plus comme des partenaires stratégiques que comme des agents de contrôle. Eux autres, ils sont là pour servir. Ils veulent être appréciés. Or, si on cherche à tout prix le consensus, ici, on perçoit le conflit comme un signe de mauvaise gouvernance, ça devient difficile pour les administrateurs d'exprimer leurs préoccupations. Donc, si la promotion de l'éthique en gouvernance a été étroitement liée dans les réformes réglementaires et dans la littérature professionnelle à l'émergence d'administrateurs avertis et bien formés, capables d'exercer une fonction de contrôle renforcée, on voit que ce type idéal de bonne gouvernance n'a pas nécessairement pénétré l'esprit et les dispositions des administrateurs qui restent encore parfois réticents à assumer ce rôle-là. Plus grave encore, cette approche-là reflète une compréhension relativement faible de la dynamique relationnelle et politique qui sous-tend l'appréciation et la résolution des tensions éthiques au sein des conseils. Je dis souvent aux gens, s'il n'y a aucune tension dans un conseil d'administration, c'est signe que peut-être que vous n'êtes pas en train de jouer le bon rôle ou de la bonne façon. Sauf dans des cas rares et extrêmes de dysfonctionnement évident, ce qui est contraire à l'éthique est souvent sujet à des interprétations différentes par les membres du conseil. Donc, l'identification d'un problème éthique, ce n'est pas nécessairement la partie la plus difficile pour un administrateur qui doit ensuite décider comment je vais y donner suite. Il existe de nombreux scénarios dans lesquels le fait de soulever des problèmes éthiques
peut se retourner contre vous. On en a exploré quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe quand le président du conseil d'administration n'est pas d'accord avec le problème que vous soulevez et il refuse de l'aborder? Si un collègue se sent personnellement attaqué et réagit de façon négative à votre questionnement. Si une expertise indépendante fournit une opinion différente de la vôtre selon votre propre expertise. Si le conseil d'administration, de façon générale, n'aime pas les questions inconfortables et cherche à tout prix à les éviter. On a donc identifié 6 sources courantes créatrices de tensions éthiques qu'on a présentées dans 4 vignettes que vous pourrez explorer. Puis, je pense qu'ils peuvent faire aussi de l'objet de discussions assez intéressantes. D'abord, l'asymétrie d'information entre les membres du conseil. Par exemple, lorsque le président du conseil est gardien de l'information. Ensuite, les conflits d'intérêts perçus et les revendications d'expertise, la peur d'exprimer ses préoccupations et la création d'alliances au sein du conseil, et enfin, un PDG charismatique qui a une emprise sur le conseil d'administration. Dans tous ces cas-là, on peut observer que la prise de conscience de l'inconfort apparaît rarement du jour au lendemain, et ça peut varier en intensité, et que la décision sur ce qu'il faut faire est généralement suivie d'une autre décision importante, c'est le moment de le faire. C'est quoi le bon moment pour exprimer un malaise, reporter une discussion ou même démissionner? Et de ce point de vue-là, l'éthique tactique, on l'a liée à la pratique de la patience, où des fois, il faut persister et être tolérant, du moins temporairement, pour traverser des situations difficiles et désagréables. Mais chacune des décisions tactiques implique un degré différent aussi d'affirmation de soi, c'est-à-dire cette estimation différente de jusqu'où aller pour qu'un administrateur rende le conseil réceptif à ses préoccupations éthiques. Vous allez voir que les héros et les méchants éthiques de nos mises en situation ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Peut-être que Marcel se trompe dans son évaluation de l'importance du document qu'elle veut lire et que le président a raison de lui en refuser l'accès. Peut-être que Stéphane pose des questions non pertinentes parce qu'il est nouveau au conseil et que le président a raison de le remettre à sa place. La gestion des tensions éthiques implique souvent que l'administrateur qui identifie la question éthique se sente seul. Et cette impression de solitude éthique est à double tranchant. D'abord, elle peut indiquer un niveau supérieur d'intégrité et de courage, mais elle peut aussi être le symptôme d'un mauvais jugement puis d'une incapacité de travailler en groupe. Donc, en développant la notion d'éthique tactique, notre étude adopte une vision pragmatique de l'éthique en gouvernance qui implique de faire des gestes intelligents, de comprendre les relations de pouvoir, d'évaluer les risques, de prendre en compte les conséquences sur la réputation de la non-intervention, sa réputation à soi, mais aussi la réputation de l'organisation, ou d'attendre le bon moment pour s'affirmer. La pratique de l'éthique dans le contexte de la gouvernance d'entreprise est donc plus un art qu'une science. Faut, à notre avis, se méfier des affirmations de type one size fits all qui sont issues de mesures réglementaires qui promettent d'améliorer les processus de gouvernance ou des solutions qui se concentrent principalement sur des réformes de structure. La réalité des conseils d'administration est trop imprévisible et évolutive pour croire que les décisions éthiques peuvent toujours être adressées par des critères prédéterminés. Comprendre l'éthique en gouvernance, ça implique une compréhension de la dynamique interactionnelle entre un petit groupe de personnes qui ont un capital social et économique souvent important, qui sont motivés par la reconnaissance symbolique de leur réalisation et dont leur succès dépend de leur collaboration et de leur confiance mutuelle. Donc, avoir éthiquement raison
seul, ça ne donne rien de positif pour un conseil d'administration si ça n'aboutit pas à une action collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Soleil Tremblay. Hélène Ligosselin, quelle lecture faites-vous de l'étude que Marie-Soleil Tremblay vient de brièvement résumer sur la base de votre longue expérience en tant qu'administratrice de société? Merci Marion et merci Marie-Soleil. J'aime beaucoup d'éléments que tu as présentés. Tu as tout à fait raison quand tu mets en évidence le fait que dans l'action, les enjeux éthiques émergent. Ils émergent, dans le meilleur des cas, les enjeux éthiques prévisibles ont été traités en amont, mais ce n'est pas parce qu'on s'est bien assuré d'avoir envisagé les dimensions du jeu des valeurs dans les décisions à prendre lors de la préparation des dossiers avant de les soumettre au Conseil, qu'il n'y aura pas de nouveaux enjeux éthiques qui vont se mettre en action, puisque, comme tu l'as bien identifié, l'éthique, ça repose premièrement sur des arbitrages à faire entre des valeurs qui sont importantes. On prend pour acquis que l'organisation s'est dotée d'une infrastructure adéquate, en commençant par des énoncés de valeurs qui sont clairs, qui sont partagés, qui sont compris par les gens autour de la table et des valeurs qui peuvent être activées réellement lors des décisions qui sont prises. Donc, considérons qu'il y a cette infrastructure. En dépit de cette infrastructure, vont émerger ou peuvent émerger des dilemmes éthiques qui sont liés au fait qu'il y a peut-être d'autres valeurs qui sont mises en compte ou dans les circonstances, la priorisation des valeurs selon certains est différente de la priorisation des valeurs par rapport à d'autres. En conséquence, personnellement, j'ai tendance à considérer que l'éthique au sein d'un conseil d'administration nécessite d'adopter une perspective du dialogue, d'un dialogue constructif à partir de regards différenciés, puisque les acteurs et les actrices autour de la table, si on les a bien choisis, non seulement ce sont des personnes qui ont des expertises pointues liées à différents domaines du savoir, mais qui ont aussi cette capacité individuelle de reconnaître des enjeux éthiques, donc des conflits de valeurs, qui ont aussi cette capacité de les nommer, parce que le problème avec les enjeux éthiques, c'est qu'ils n'arrivent pas avec une définition puis une étiquette bien claire. Le caractère éthique émerge chez certains et certaines qui ont une sensibilité éthique et le degré de sensibilité éthique varie beaucoup d'un individu à l'autre au sein de n'importe quel groupe de tâches, a fortiori d'un conseil d'administration. Donc, nos membres de conseil, peuvent varier dans leur sensibilité éthique, de sorte que ce qui apparaît comme un enjeu à quelqu'un est tout à fait dans la zone aveugle de d'autres personnes du groupe, de un. De deux, encore faut-il le nommer en temps réel, cet inconfort. Trouver les mots pour le dire et peut-être accepter de bafouiller pendant un bout de temps parce que le moment où la première énonciation que je peux avoir d'un conflit de valeurs est peut-être pas la meilleure énonciation pour caractériser l'enjeu éthique, d'où la nécessité de croiser les regards entre plusieurs acteurs. Je vais faire un aparté ici. J'ai présidé pendant de nombreuses années le Conseil d'éthique et déontologie du Mouvement Desjardins. Et donc, nous avions un code très clair, une grille d'analyse à laquelle tout le monde avait été formé, des gens au service de l'éthique qui préparaient du matériel à l'intention des membres du Conseil. Évidemment, nous traitions les situations inédites et le Conseil avait la responsabilité de réaliser, d'en venir à une décision ultime sur il y a un enjeu ou il n'y en a pas, puis on le résout de quelle façon. Or, je jouais le même jeu à chaque reprise. Tout le monde s'étant bien préparé, je commençais par un tour de table où je demandais aux gens, c'est quoi l'enjeu éthique? Puis es-tu confiant que non seulement tu l'as bien déterminé, mais tu sais ce qu'il faut faire? Alors, on faisait le tour de table et c'était très clair avec une préparation à l'aide des mêmes grilles, des mêmes valeurs et le fait qu'on avait travaillé ensemble, que lorsqu'on faisait un tour de table, la définition même de cet enjeu éthique
étaient jamais univoques. Donc, ça montre bien que même des gens ayant développé ce savoir-faire peuvent continuer d'avoir des lectures différentes. Par contre, se mettant à table dans un mode de dialogue sur tous les éléments qui étaient requis par notre démarche d'analyse, ultimement, nous étions tous et toutes pas mal plus confortables avec l'énonciation, l'énoncé et la résolution du dilemme. Tout ça pour illustrer le fait que c'est un travail en soi de caractériser l'enjeu et d'aboutir à une décision. Or, dans un contexte de conseil d'administration où l'agenda est prédéterminé, où donc il y a une fenêtre de temps bien circonscrite avec plusieurs livrables, souvent des livrables non négociables parce que des choses qui vont en découler qui sont contraintes par le temps, est-ce que les humains que nous sommes prendront le risque de nommer cet inconfort? Bien, je pense que ça prend un certain nombre d'autres éléments, comme par exemple avoir développé une compréhension commune du rôle qu'on joue dans un conseil d'administration. Marie-Soleil a mis en évidence de façon très juste le rôle de surveillance qu'on doit avoir. Moi, j'aime bien ajouter à ce rôle de surveillance quelques autres mots en anse comme clairvoyance. Être capable de comprendre et de comprendre autrement, être capable d'anticiper. Et ça nous amène aussi au rôle de prévoyance. Quand on parle du coup de main qu'on peut donner autour de la stratégie, bien, c'est anticiper les impacts des décisions sur l'ensemble des parties prenantes et les conséquences des décisions de diverses façons. Mais à mon avis, il y a deux autres rôles qui sont moins souvent nommés que doit jouer un conseil d'administration, celui du soutien à la direction. Et c'est celui-là, de mon point de vue, qui est le moins utilisé, celui de l'apprentissage collectif. Donc, apprendre à reconnaître les enjeux, et individuellement et collectivement, apprendre de nos bons coups et de nos mauvais coups, apprendre grâce au huis clos à la fin de la réunion pour vraiment en temps réel découvrir qu'est-ce qu'on a fait qui nous a aidés, oui ou non, à reconnaître, à nommer et à traiter les véritables enjeux éthiques qui risquent davantage de ne pas recevoir l'attention requise. Donc, quelques éléments d'observation pour renforcer l'idée que les enjeux éthiques, ça fait partie des décisions du conseil d'administration, mais que pour s'assurer qu'ils soient nommés, outre le balisage dont on a parlé et l'infrastructure usuelle, ça demande des exercices périodiques. Parce que c'est pas tout être capable d'activer les... J'ai perdu tout le monde. Est-ce que je suis... Hélène, on vous entend très bien. Ne touchez à rien, tout est parfait, Hélène. Bon, parfait. Parce que là, je parlais devant un écran noir. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais qu'il y a un minimum d'infrastructure, mais demandons-nous, cette infrastructure dans cette organisation où nous œuvrons, est-elle adéquate? Par exemple, en conseil d'administration, est-ce que périodiquement, on vérifie si les valeurs qui sont les nôtres, non seulement elles sont diffusées au sein de l'organisation, mais est-ce que nous en servons, nous, au conseil d'administration, pour faire les arbitrages difficiles? Et si on rejoue le tape des arbitrages difficiles des 1, 2 ou 3 dernières années, est-ce que les valeurs dominantes sont toujours les mêmes? Et si c'est toujours la même, ben, est-ce que c'est cohérent avec l'idée qu'on en a 2 ou 3 autres? Et donc, cette capacité à nommer nos propres, peut-être, insuffisances éthiques, donc nos incapacités à vraiment prendre des décisions qui s'assurent que l'ensemble des valeurs qu'on dit être les nôtres se reflètent effectivement dans les décisions qui sont prises. Dernier élément, et c'est autour de la gestion de soi. Un des éléments qui fait en sorte que dans un conseil d'administration, les dilemmes éthiques sont parfois évacués ou on ne leur accorde pas suffisamment d'importance, c'est qu'évidemment, pour les acteurs, les actrices qui ont une sensibilité éthique et qui viennent nommer cet enjeu, eh bien, il y a à la fois la capacité de mettre en mots ce que l'on ressent,
mais il y a aussi, les valeurs ont cette capacité d'activer nos émotions. Alors, ça peut être à la fois mon émotion positive parce que je veux faire la promotion de telle valeur qui est heurtée par la décision qu'on va prendre, mais aussi les émotions liées au risque que je pense encourir ou que je prévois. Et là, ce n'est pas juste la gestion des émotions individuelles, mais la gestion des émotions qui émergent chez les uns et chez les autres autour de la discussion. Donc, développer une compétence à gérer ses émotions et gérer les émotions d'un groupe, ben, c'est aussi une compétence qui doit se développer au sein d'un conseil et ce n'est pas que la responsabilité du président ou de la présidente du comité ou de l'instance. Alors, il y a là une autre piste à explorer pour comprendre pourquoi il arrive que ces dilemmes ne soient pas nommés et surtout pourquoi on a peut-être tant peur de les nommer et quelles sont donc ces autres compétences individuelles et collectives à mettre en place, incluant cette idée que la différence que l'autre présente quand il ou elle nomme un conflit que je ne vois pas, c'est que cette personne, quelle est l'intention qui l'anime? Qu'on prenne des meilleures décisions ou se mettre en juge de la moralité des uns et des autres ou essayer de se positionner dans l'instance. Alors évidemment, si les observations sont plutôt offertes à la délibération pour qu'ensemble on fasse du sens, ben c'est peut-être moins menaçant et plus facile à faire et plus facile à recevoir du point de vue des autres que si les autres perçoivent là une intention de ma part de marquer des points, de me présenter comme juge et moralisateur, etc. Donc, encore une fois, du savoir-faire, mais aussi être au clair sur l'intention qui anime le tout, que collectivement, on agisse en concordance avec nos valeurs ou au contraire, tenter d'avoir un comportement de dominance. Alors, quelques observations en vrac. Merci beaucoup, Hélène. J'en profite pour glisser que j'ai vu que certaines questions ont déjà commencé à surgir dans le fil de discussion, mais que nous allons les prendre à la fin, c'est-à-dire dans la dernière demi-heure de la conférence midi. Avant qu'on poursuive, puisque j'ai moi personnellement des questions à vous poser, Marie-Soleil, est-ce que vous souhaiteriez réagir à ce qui vient d'être dit? Écoutez, Madame Ligosselin, avec son expérience, je dois dire que, écoutez, je suis bien en accord avec tous ces compléments-là. Et donc, je pense que ça s'insère très, très bien dans mes propos. Et je pense qu'effectivement, il y a une grande portion de savoir-être, de savoir-faire. Et je pense qu'on cherche à avoir depuis 10-15 ans plus de diversité au sein des conseils d'administration, ce qui est une excellente nouvelle pour les organisations et pour notre société. Mais ça implique qu'il y a, je pense, effectivement, un risque plus grand qu'il y ait des différentes sensibilités éthiques et que ça requiert peut-être un peu plus, effectivement, de ce savoir-faire-là. Et j'aime beaucoup cette idée-là de commencer en énonçant nos valeurs. Et je pense que des fois, effectivement, les gens arrivent tout de suite dans, bon, comment est-ce qu'on peut avancer, contribuer, être utile, mais que ce travail-là en amont. Et comme il y a un roulement, vous le savez, sur des conseils d'administration, contrairement à une équipe de travail dans une organisation, on a des groupes plus restreints qui ne se voient pas sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Et qui change. Donc, normalement, si on a 9 personnes sur un conseil d'administration, tous les 3 ans, toutes les années, il y a 3 personnes qui pourraient, en théorie, changer. C'est quelque chose aussi qu'on voit depuis 15 ans où il y a un roulement. Donc, on voit que les gens restent moins longtemps, même qu'on force des gens à quitter pour avoir plus de cette diversité-là. Et donc, je pense que ça a un effet
très positif sur les organisations, mais ça rajoute à ces défis éthiques-là. Et je pense qu'effectivement, bien que ça n'appartient pas uniquement au président du conseil d'administration, je remarque que les conseils d'administration où ça se passe très, très bien, on a un président qui non seulement a ce savoir-être et savoir-faire-là, a cette capacité-là de ramener les gens autour des valeurs communes, comme vous l'avez mentionné, et va aussi investir énormément de temps pour coacher des gens qui viennent de milieux différents et qui n'ont jamais eu à faire ces réflexions éthiques-là. Et donc, je pense que ça aussi, là, c'est quelque chose que je retiens dans vos propos. Merci beaucoup. Merci, Marie-Soleil. Alors, puisque toutes les deux, vous avez travaillé justement sur l'enjeu de la diversité dans les conseils d'administration, ce que j'aimerais faire à présent, si vous en êtes d'accord, c'est de recentrer la discussion précisément sur ce sous-thème en éthique et gouvernance et de vous proposer, pour que ce soit un peu concret, 2 mises en situation qui sont hypothétiques mais plausibles et sur lesquelles je vais vous demander tour à tour ce que vous en pensez, en commençant peut-être pour la première mise en situation par Hélène. Donc, imaginons que vous siégiez au conseil d'administration d'une organisation québécoise de taille moyenne, à capital fermé, et qui est en train de sélectionner un candidat parmi plusieurs possibles pour occuper le poste de PDG dans un contexte de transition où le PDG actuel doit quitter son poste puisqu'il a accepté à court terme des responsabilités ailleurs. L'un des candidats présentés au CA sort du lot, il a un CV tout à fait exceptionnel. Néanmoins, vous savez de source sûre que cette personne a eu, à plusieurs reprises, un comportement inacceptable envers les femmes, ce qui a d'ailleurs valu à plusieurs de ses proches collaboratrices de démissionner au cours des 10 dernières années au sein de l'organisation. Bon, tout le monde le sait, mais ses performances commerciales et financières sont tellement impressionnantes qu'on a tendance à lui passer ses écarts de conduite. Dans cette entreprise, vous êtes la seule sur le conseil d'administration à être dubitative au moment où sa candidature est présentée, alors que tous les autres la plébiscitent. Qu'est-ce que vous feriez dans un cas comme celui-ci? Hélène, j'aimerais d'abord avoir votre sentiment, puis je demanderai à Marie-Soleil ce qu'elle en pense. Écoutez, ayant le passé que j'ai, je ne peux pas faire autrement que de dire un comportement inacceptable dans ses rapports avec les autres, pointe à la ligne. Il y a un devoir d'exemplarité du premier dirigeant et que de grandes performances stratégiques, financières, opérationnelles, etc. C'est excellent, bravo. Mais il y a aussi toute cette dimension je m'attends personnellement à ce qu'un premier dirigeant donne le ton. Et dans nos organisations, alors, première chose à faire, c'est de se demander dans les valeurs que cette organisation proclame, est-ce qu'il y a un ancrage? Et dans bien des organisations, on va mettre la valeur du respect ou la valeur de l'intégrité comme étant une valeur partagée. Alors, mon intervention, outre le devoir d'exemplarité du premier dirigeant, devrait s'appuyer sur la ou les valeurs organisationnelles qui s'appliquent dans ces circonstances pour montrer le décalage entre les obligations liées à ces valeurs et les comportements les comportements allégués ou les écarts de comportement, puisque de toute évidence, dans cette organisation-là, si ça fait partie des rumeurs et de l'information qui circule dans l'informel, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'organisation a mis en place comme ligne de dénonciation ou comme moyen pour que des personnes qui sont victimes d'abus de pouvoir puissent avoir les recours j'allais dire, obligatoire dans notre société parce que la réglementation autour du harcèlement en contexte de travail a été adoptée au Québec avant bien d'autres territoires et on a mis en place, c'est-à-dire la loi exige des employeurs la mise en place de tels dispositifs pour que soient traités de tels écarts prévenus et traités de tels écarts de comportement, mais force est de constater qu'il existe encore des organisations, chez nous comme ailleurs, qui n'ont pas encore répondu à ce devoir légal, donc pas simplement un devoir moral. Donc, ce serait ma troisième question. Comment se fait-il qu'on l'apprend par l'informel? Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'on a comme infrastructure pour traiter ces problèmes? Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Et surtout, s'assurer qu'on le mette en place. Merci Hélène. Marie-Soleil?
Donc, effectivement, je pense que c'est des choses qu'on voit maintenant, qu'on ne voyait pas ou qu'on ignorait il y a 10 ans, possiblement. Et j'avais la même réflexion en termes de quelles sont nos valeurs. Et on voit parfois que entre les valeurs qui sont inscrites sur le site Internet et dans le rapport annuel et celles qui sont vécues, il peut y avoir un décalage. Et ça me posait effectivement des questions sur la culture dans cette organisation-là, pas juste par rapport au PDG, mais par rapport à plein d'autres décisions. Et je pense que ça veut dire moi je parle souvent en termes de risques, mais je pense que ça veut dire qu'il y a des risques à tout plein d'autres niveaux dans cette organisation-là. Et donc, en pensant trouver un PDG et régler une solution à court terme. Donc, on a fait le processus, mais on peut se retrouver dans une situation à moyen, long terme très négative. D'abord, sur le message que ça lance aux autres employés, effectivement, quand il y a un taux de roulement, mais aussi sur cette idée-là de performance qui va prendre le dessus sur l'humain. Donc, je pense que ça mérite, dans tous les cas, une réflexion sérieuse sur la culture dans l'organisation. Et concrètement, quand tu es l'administrateur et qu'on te présente cette candidature-là, l'information, on te la présente à l'avance. Donc, on t'arrive pas avec la surprise. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même cette capacité-là que devraient avoir les administrateurs de communiquer entre eux. On parlait tout à l'heure que ce sont des gens qui ne se voient pas là, à la machine à café comme dans une organisation, je parle avant le temps COVID, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller chercher l'appui de gens ou aller sonder le terrain chez d'autres administrateurs. Donc, on sait que ce qui se passe en dehors des réunions du conseil d'administration peut avoir une influence importante sur ce qui va se passer à l'intérieur. Et ce courage moral-là, des fois, il est plus facile à exercer quand on sait qu'on n'est pas seul. Alors, je pense que c'est peut-être pour un administrateur, peut-être qu'il y a 3-4 personnes qui pensaient la même chose, mais personne n'avait le courage seul d'en parler. Mais si on est capable d'aller trouver un son de cloche, écoutez, je pense qu'à ce moment-là, il est possible qu'on puisse adresser la situation. Et moi, personnellement, si on me dit non, ça, c'est nos valeurs, on va prioriser ça, à ce moment-là, moi, il y a ma réputation là-dedans et puis je me poserai de sérieuses questions sur mon désir de rester membre du conseil d'administration. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience et ces réflexions, ces conseils tirés de ce que vous avez vécu toutes les deux. J'aurais une deuxième mise en situation. Imaginons cette fois que vous êtes dans une organisation dont le PDG est aussi le président du CA, puisque ça arrive encore assez fréquemment. Donc, il est le président du conseil d'administration de l'organisation qu'il dirige en somme. Ce président, imaginons qu'il ait un projet d'investissement qui lui tienne à cœur et un membre du conseil d'administration s'y oppose. Il s'agit d'une Madame X qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui n'est pas toujours prise très au sérieux par les autres membres du conseil. Et une des raisons de l'opposition de Madame X à ce projet, c'est qu'elle voit, gros comme le nez au milieu du visage, un problème de conflit d'intérêts en lien avec ce projet d'investissement. Mais bizarrement, les autres membres du conseil, eux, ne voient pas le problème et sont plutôt neutres par rapport à cette décision d'investissement. Le PDG, connaissant très bien l'opposition de Mme X, se débrouille pour convoquer les membres du CA à une date à laquelle il sait pertinemment que Mme X est indisponible. La rencontre a lieu, il obtient gain de cause, il emporte les votes de tout le monde. Que feriez-vous à la place de cette Mme X dans cette organisation et qu'est-ce que vous proposeriez pour limiter l'occurrence de ce type de manipulation? Donc peut-être que je vais commencer par Marie-Soleil cette fois, si vous en êtes d'accord. Oui, donc, dans ce cas-là, il existe quand même des éléments de structure. Vous avez tout à fait raison. Souvent, on pense qu'au Québec, là, le rôle de
président du conseil d'administration et le président de l'organisation, que c'est maintenant toujours dissocié. C'est encore souvent le cas pour des sociétés à capital fermé. Aux États-Unis, les sociétés cotées en bourse, on le voit encore très, très fréquemment. Et donc, c'est quand même quelque chose qui arrive, mais même si ce n'est pas le cas, des fois, ils ont une influence, là, comme dans ma dernière mise en situation, une influence, un charisme tel que personne ne va vouloir s'opposer. Hein, je vous rappelle, tout le monde veut se sentir utile et vous le dites, Madame X, elle joue un peu le rôle de contrôle seule. Et ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, il est possible qu'on ne l'écoute pas parce que Madame X, peut-être qu'elle s'oppose toujours, donc, et pour des choses importantes et moins importantes. Mais il y a quand même deux éléments de structure ici qui normalement existent. La première étant la notion de déclaration des conflits d'intérêts. Donc, normalement, des conflits d'intérêts réels apparents, les conseils d'administration devraient avoir en place un mécanisme de déclaration et où on peut aussi, parce qu'ils ne sont pas toujours très, très clairs, mais où on peut aussi dire, bon, mais c'est quoi les mesures de sauvegarde qu'on met en place? Hein? Et souvent, les gens qui ne voient pas les conflits d'intérêts, on leur explique que ça les protège eux et ça protège l'organisation également. On sait que le risque réputationnel est rendu quand même un risque important pour les organisations. Donc, première question que j'aurais, est-ce qu'on a un mécanisme où il y a une déclaration des conflits d'intérêts et où les mesures de sauvegarde sont prévues pour éviter qu'un projet comme ça puisse naître, arriver ou qu'on mette en place des mesures de sauvegarde. Deuxième élément de structure que je m'attendrais à voir dans un conseil d'administration, encore là, Madame, même si elle n'est pas présente au conseil d'administration, elle a accès quand même à la documentation et elle peut quand même s'assurer que son vote soit pris en compte et que si elle n'est pas d'accord et qu'elle veut le faire mentionner au procès verbal, elle peut le faire. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'elle n'a pas de parole. C'est quand même très rare qu'on le fait. On le fait dans des cas qui sont importants, mais si dans ce cas-ci, on juge que c'est quelque chose qui est grave et qui pourrait nuire à l'organisation, donc on n'est pas dans c'est pas un projet que j'aime bien, mais où on sent que c'est stratégiquement nuisible pour l'organisation. À ce moment-là, Madame pourrait quand même faire mention du fait qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle s'oppose à la décision. Et des fois, quand là, il y a un administrateur qui fait ça, ça devient plus difficile pour d'autres administrateurs de dire qu'ils sont en accord. Et si ce n'est pas le cas et que ça arrive de façon occasionnelle, ben, je pense que c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas tous d'accord. Hélène le disait tout à l'heure que les gens n'ont pas tous les mêmes sensibilités éthiques. Donc, ça se peut que Mme X ne soit pas d'accord avec une décision. Je pense qu'il faut qu'elle puisse le dire, expliquer les raisons derrière. Je pense qu'il devrait y avoir quand même une discussion autour de la table. Et par la suite, par exemple, Mme X, si la majorité décide qu'ils vont de l'avant, bien là, Mme X, il faut qu'elle aille de l'avant. Donc, il ne faut pas non plus qu'après ça, elle reste sur soit ça ou elle débarque du conseil, mais je pense qu'il faut aussi se dire que quand on est membre d'un conseil, on n'a pas la vérité absolue et qu'il est possible que j'ai fait mes arguments, je ne suis pas d'accord, mais ultimement, si les gens autour de la table n'ont pas la même lecture, une fois qu'on a décidé comme groupe qu'on allait de l'avant, ben là, il faut embarquer. Là. Il ne faut pas toujours être derrière en disant « Je vous l'avais dit que c'était pas… » Il faut être capable d'aller de l'avant puis d'être, excusez-moi le terme anglais, mais un team player. Merci, ça va dans le sens du pragmatisme que vous prenez dans le document de recherche qui va être partagé à tous après cette réunion et qui a été résumé tout à l'heure. Hélène, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec tous les éléments que Marie-Soleil a mis en évidence. J'en ajouterai quelques-uns. La compréhension partagée de ce qu'est un conflit d'intérêts. Je vois encore des instances où, dans l'esprit des gens,
Le conflit d'intérêt est nécessairement un intérêt matériel, un intérêt en termes d'argent. Et les autres types de conflits d'intérêt ne sont pas pris en compte, de un. De deux, encore une fois, bien des gens estiment qu'il faut qu'il y ait échange de bénéfices sonnants et trébuchants pour que ça en soit un. Donc, les conflits d'intérêts potentiels ou les conflits d'intérêts apparents sont négligés. Alors, encore une fois, dans notre infrastructure, est-ce qu'on a dans nos documents une expression claire et inclusive de ces différents types de conflits d'intérêts, ou est-ce qu'on est encore dans une mentalité, même si les textes ont pu être ajustés, la mentalité agissante, elle, et que c'est les conflits d'intérêts financiers qui sont les premiers et trop malheureusement les seuls qui sont pris en compte. Deuxièmement, parmi les mesures de sauvegarde qu'on peut mettre en place, s'assurer que les réunions, qu'il y a un calendrier des réunions qui est annoncé à l'avance et qu'il y a eu un sondage pour s'assurer des disponibilités des gens pour ces réunions, de sorte qu'on a pris tous les moyens nécessaires pour que tous les membres du Conseil puissent participer aux discussions. Pas juste pour avoir l'opportunité de donner son avis et de participer au débat, mais aussi d'augmenter les chances que par les regards croisés, nous aurons pu construire une posture collective qui fait en sorte que le ralliement devient possible par la suite. Autre élément, à mon avis, qui est important, puis je pense que Marie-Soleil l'a mis en évidence, je voudrais revenir là-dessus et la renforcer, dans les arguments qui sont présentés pour justifier son point de vue, mettre en évidence les risques pour la réputation de l'individu, de l'instance et de l'organisation. C'est clair que quand on est dans un conseil d'administration, c'est notre premier focus, s'assurer de prendre en compte l'ensemble des risques, mais pour tous ces éléments-là. Parce qu'à partir du moment où, par les décisions qu'on a prises, il y a des risques qui ont été sous-évalués, on risque d'avoir des problèmes éventuellement. Et ne serait-ce que des problèmes internes, de la tension non résolue au sein d'un conseil, ça peut faire en sorte que pendant un bout de temps, on travaille mal et on travaille mal à la job qui est notre job central, la prévoyance, la surveillance, la clairvoyance dont je parlais tout à l'heure. Alors, tant et aussi longtemps qu'on crée des conditions qui ne sont pas favorables à une discussion harmonieuse, ça peut vouloir dire, dans un cas comme celui-là, refaire le diagnostic de tout ce qui a engendré ces conflits et les écarts de comportement qui risquent de nous poser des problèmes pour se faire une session de travail sur, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur nos processus à partir de la façon dont ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux travailler ensemble ultimement. Lorsque tu as fait ta mise en situation, tu as dit le PDG qui est PCA a choisi un moment pour la réunion où Mme X était inaccessible. C'est peut-être l'interprétation que fera Mme X de la date de la rencontre. Mais si dans cet exercice, on peut explorer, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont milité pour cette date qui avait cette conséquence négative, malgré tout. Donc, ce n'est pas juste un travail d'activisme politique de la part du PCA-PDG, mais qui avait des bonnes raisons d'affaires et de processus de CA pour le faire. Peut-être que les irritations que ça a pu engendrer chez Mme X de ne pas avoir sa voix pourront être circonscrites. Et ultimement, on se rappelle que la décision qui est prise par le CA est réputée être la décision du CA. Et donc, par mon absence ou par mon inaction, si je suis cette Madame X, ça ne me, entre guillemets, protège pas de cette décision-là. Je suis ultimement co-responsable de cette décision-là. Donc, oui, si c'était un élément très important, probablement que Mme X va se poser la question, est-ce que je veux rester ou est-ce que je veux quitter? Et ça pose des enjeux pour le conseil aussi, parce que si une voix discordante comme celle-là est invitée à partir, c'est aussi un signal pour les autres membres du CA d'éviter d'être une voix discordante. Donc, renforcement
de l'homogénéisation du groupe, ce qu'on ne veut pas faire. Et je reviens à mon intervention au tout début de nos échanges. Un CA, c'est un groupe de tâches. Et parmi les processus naturels au sein d'un groupe de tâches, il y a celui de l'homogénéisation des gens. Plus on passe de temps ensemble, plus on voit les choses de la même façon. Si en plus de ça, on ne se donne pas des outils pour s'assurer que les voix discordantes sont entendues, eh bien, on se prive de l'originalité des gens et on formate, selon le consensus, les nouveaux arrivants, se privant encore une fois de son originalité. On est co-responsable de cette capacité qu'on aura de découvrir nos angles morts pour prendre de meilleures décisions pour l'organisation. Merci beaucoup, Hélène. Et avant de laisser la parole aux nombreux membres du public aujourd'hui, puisque je vois qu'il nous reste environ 10 minutes avant d'ouvrir la parole donc à tous, j'aimerais peut-être terminer cette séquence avec vous sur les enjeux éthiques auxquels vous pensez que les conseils d'administration vont faire face ou font déjà face, disons, à court terme, en 2022 au Québec. Donc, quelle est votre opinion à ce sujet, Hélène Ligotzelin? À mon avis, un enjeu important éthique est celui de l'inclusion des préoccupations ESG au-delà du discours dans certaines organisations. Et pour celles où ça ne fait même pas encore partie du discours, développer collectivement cette sensibilité à l'évolution des attentes sociales à notre endroit. Et quand je dis sortir du discours, quand au moins le discours a lieu, ça veut dire développer de nouveaux indicateurs de performance, de nouveaux objectifs, de nouveaux marqueurs de nos progrès vers ces objectifs. Il y a là un énorme chantier. Peut-être pourriez-vous juste préciser ce que vous entendez par ESG pour les membres du public aujourd'hui qui sont moins dans cette littérature? Essentiellement, c'est tout le volet de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, depuis 20 ou 30 ans, on parle beaucoup de l'environnement et on sait maintenant à quel point les progrès sont lents, difficiles et dans certains milieux n'existent pas. Alors ça, c'est toute la préoccupation de l'impact de l'organisation dans son environnement physique et économique, mais il y a aussi tous les impacts sociaux qui n'étaient pas prises en compte et la dimension gouvernance. Alors, si on prend par exemple le volet de la diversité, qui m'a toujours intéressée, la venue des personnes différentes dans les organisations, ça fait plus de 50 ans qu'on en parle. Mais quand on voit que la parité au sein des conseils d'administration n'est pas encore une réalité, en dépit du fait, qu'on en parle depuis longtemps, que des juridictions ont imposé des lois pour se faire au conseil d'administration et donc il y a eu une parité obligatoire, mais on sait déjà que même dans ces organisations, la prise en compte de la diversité à tous les niveaux de l'organisation, même quand le CA est paritaire, est loin d'avoir fait des progrès phénoménaux. Donc, l'accessibilité des gens différents du groupe majoritaire dans les espaces de décision, puisque nous sommes tous et toutes impactés par les décisions des organisations, voilà un élément qui tarde à se manifester. Donc, ESG, environnement, gouvernance et société. Merci. Justement, Marie-Soleil, est-ce que vous êtes, je vous vois acquiescer, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais peut-être vous voudriez compléter un peu sur ce que vous voyez comme étant les enjeux du moment? Oui, tout à fait. Je suis membre du comité indépendant de la révision des normes comptables, ce qui inclut maintenant là, prochainement tout ce qui est développement durable, ESG. Donc, on sent pas juste au niveau canadien, mais au niveau mondial, on comprend que ça va être un impératif et qu'il va falloir adopter nos mesures de performance. Donc, on va partir d'un modèle qui est sensiblement un modèle économique où il y a une primauté
de la performance économique, un modèle, je pense, beaucoup plus complexe et on a même la performance à court terme versus la performance à long terme. Mais là, on va y rajouter toutes sortes d'autres éléments qui sont liés à ces notions-là d'ESG et qui sont un petit peu moins tangibles. Donc, il va y avoir davantage peut-être de conflits de valeurs ou d'arbitrage à faire entre, par exemple, une performance financière à court terme et par exemple, la façon dont on va traiter nos employés, la façon dont on va aller acquérir des biens, des services. On voit la façon dont on va investir également. Alors, je pense que ça va rendre les décisions plus complexes et donc, ça va demander plus de discussion, plus de compréhension pour en arriver là, on l'espère, un consensus qui va être au bénéfice, je pense, de la société, mais c'est quand même un changement. Tu sais, je regarde, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je me souviens quand on avait au Québec fait la loi sur la modernisation des sociétés d'État et mon Dieu, on avait dit qu'il fallait que pour les sociétés d'État québécoises, il y ait la moitié de femmes. Écoute, je me souviens très bien des gens qui s'opposaient à ça en se disant, ben non, parce que monsieur pensait qu'on allait envoyer une femme incompétente qui n'avait pas compris qu'il y avait suffisamment de femmes compétentes. Mais ça a quand même changé beaucoup la dynamique des conseils d'administration parce que comprenez que si on a tous le même âge, ça fait 15 ans qu'on siège sur un conseil d'administration avec des gens avec qui on est allé sensiblement dans les mêmes écoles, dans les mêmes milieux. Les discussions ne durent pas très, très longtemps. On a tendance à être capable d'arriver à une conclusion assez rapidement. Et là, quand on arrive avec des gens qui ont d'autres compétences, donc, il y a 20 ans, la compétence pour être membre d'un conseil d'administration, tu avais déjà été PDG. Alors, c'était ça. Par contre, il y avait juste 3% des femmes qui étaient PDG. Alors, vous comprenez que, de facto, les femmes étaient exclues de ces milieux-là. On est venu dire, dans certains milieux, et il y a encore du travail à faire, non, on veut des compétences diverses et des gens qui ont des expériences diverses. Donc, je pense que ça fait en sorte qu'il y a des discussions qui prennent plus de temps. Donc, donc, je pense que ça demande ce temps-là et cette structure-là, parce que derrière les membres du conseil d'administration, tu as les employés de l'organisation, la haute direction, tous les gens qui, dans le fond, vont préparer cette discussion-là. Bien, ça implique quand même pour eux en amont de faire un travail supplémentaire, de se poser des questions. Donc, cette complexité-là, elle est transposée là, de l'organisation au conseil d'administration, mais je pense qu'elle est partagée. Alors, le ministre fédéral est en train de revoir la loi, le projet de loi 4, où on se rend compte que, ben là, on n'a toujours pas on a parlé de femmes, mais on n'a pas parlé de minorités visibles. Comment on peut inclure des gens, des minorités visibles qui vont nécessairement avoir une vision différente. Je parlais avec quelqu'un des Premières Nations qui nous disait qu'eux autres, leur planification stratégique, ce n'est pas sur 5 ans, c'est sur 100 ans. Alors, vous comprenez le clash quand on arrive puis qu'on a une vision complètement différente. Bien, je pense que ça va prendre des membres de conseil d'administration qui ont du temps à investir et qui ont une grande ouverture. Merci infiniment à toutes les deux, Marie-Soleil Tremblay et Hélène Ligosselin.